Nulle part ailleurs, les prairies n'étaient plus vertes, les fleurs plus jaunes qu'ici en Lusace. La terre sentait le pain frais. Même lorsque l'étendard de la Saxe venait assombrir le ciel, il grondait toujours une guerre quelque part. Les régiments se succédaient, le sol tremblant sous leurs pas. J'étais libre comme un oiseau tombé du nid, seul et sans famille. Un sans-abri errant dans la Lusace, le plus souvent au pas de course car le vagabondage avait été proscrit, ce qui faisait le bonheur des meutes de chiens. À propos, je m'appelle Cravate. Tout ce que je possède, ce sont ces guenilles et ma liberté. J'aime cette terre qui m'a vu grandir, et si je trouve ma voie, j'y finirai mes vieux jours. J'appréciais cette vie de fantaisie, mais en Lusace aussi, l'été prend fin. Alors, les beaux jours s'en vont pour les gens que nous sommes.
Je dormais comme une souche, mais je n'étais plus seul. 2 jeunes mendiants partageaient ma couche. Dorénavant, nous serions 3. Alors que l'épiphanie approchait, nous établîmes un plan afin de nous rassasier. My 3 králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám. Štěstí zdraví přejeme vám, štěstí zdraví dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka, my jsme k vám přišli zdaleka. Daleka je cesta naše, od Betléma do Salaše, od Betléma do Salaše. A ty černý na tom vzadu, nevystrkuj na nás bradu, nevystrkuj na nás bradu. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena, že je má tvář opálena. Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil, nebyl by ses tak opálil. Slunce je drahé kamení, od Kristova narození, od Kristova narození. Enfin, les soirs étaient copieux, et après ces mets savoureux, nous nous retirions dans notre suite. L'endroit était spacieux et l'air frais berçait nos songes. Cra, cra, cravate. Mais quelle était donc cette voix qui m'appelait par mon nom? Cravate, suis-moi jusqu'au moulin de l'eau noire. Tu n'as rien à craindre de moi, Cravate. Cravate, écoute la voix du maître et obéis-lui. Aux abords du village, je rencontrai un vieillard. Lorsque je mentionnai le moulin, il me conseilla de rebrousser chemin. Il m'avertit que le moulin du diable était un endroit effrayant. Ne te laisse pas distraire, Cravate. Obéis-moi. Entre donc.
Te voilà enfin, cravate. Je reconnus cette voix. C'était celle du grand corbeau. Je suis le maître de ces lieux. Tu y apprendras le métier de meunier, mais pas seulement. Entendu? Enfin, le moulin tourne à nouveau. Ma première soirée au moulin, je ne pus fermer l'œil de la nuit. À qui pouvaient bien appartenir ces 11 lits vides? Qui d'autre logeait en ces lieux? Certainement s'agissait-il d'apprentis comme moi. Mais où diable étaient-ils passés? À l'exception du maître et moi-même, il ne semblait y avoir âme qui vive. Le lendemain matin, je les rencontrai enfin. L'aîné se prénommait Tonda. Suivait Michal. Il y avait Juro, notre cuisinier, un bon garçon, mais simple d'esprit. Nishko, le perfide, qui avait pour ordre de nous surveiller. Onsa, l'homme fort, le discret Kubo, Androuche le moqueur, et aussi Stachko et Merten. Au total, ils étaient 11. J'étais le 12e et le plus jeune. Ainsi devins-je apprenti au moulin de l'eau noire. Je travaillais sans relâche, mais j'étais à l'abri et la nourriture ne manquait pas. C'était plus qu'un mendiant comme moi ne pouvait espérer. Le temps filait à toute allure, tandis que je travaillais, et bientôt le printemps fut de retour. De tous mes camarades, celui que j'appréciais le moins était un chat. Il ne me laissait pas une minute de répit et badinait toujours dans les parages. Un jour que je n'en pouvais plus, je m'emportai contre lui. Je compris que j'avais vexé le maître et que j'en payerais le prix. Après cette mésaventure,
je décidai de fuir. D'une manière ou d'une autre, je trouverais bien ma place dans ce monde. Durant toute la nuit, je courus sans jamais m'arrêter. Ce n'est qu'à des kilomètres du moulin que je m'autorisai enfin un bref repos. Retourne au travail, cravate. Ce que j'avais d'abord suspecté se révéla enfin à mes yeux. Le moulin était ensorcelé. Bientôt, j'en saurai plus. Cravate. Voilà un quart de siècle que tu es là. Tu as réussi ta mise à l'épreuve. Tu n'étais qu'un apprenti. Dès à présent, tu seras mon élève. Approche donc, cravate. J'étais pris au piège. La métamorphose coagulait mon sang. Comment les oiseaux volaient-ils? J'étais complètement perdu. Finalement, j'attrapai le tour de main. Pas mal pour un début. Je comprendrai plus tard que j'étais devenu l'esclave du maître, de corps et d'esprit, et ce, jusqu'à la mort. Ah si, tu comprends maintenant, cravate, qu'il s'agit d'une école de magie noire. Ici, tu n'apprendras pas à lire ou à écrire. Ici, tu apprendras l'art des arts. Ce grimoire sur la table s'appelle le Corrector, des forces de l'enfer. Il contient tous les sorts de l'univers, et moi seul peux le lire. Voilà pourquoi je suis le maître. Vous autres n'avez pas le droit de le lire. C'est interdit. Ne l'oublie pas, cravate. À présent, écoutez-moi. Je vais vous enseigner un sortilège qui pourrait vous être utile.
C'est ainsi que de garçon meunier, je fus promu apprenti sorcier. Qui aurait pu dire à sa seule vue que le moulin était une école de magie noire? Quant au maître, il nous éduquait d'une main de fer. Nous n'avions pas le droit de quitter le moulin sans sa permission. En certaines occasions, il nous laissait partir pour évaluer notre apprentissage. Un jour, il m'envoya au village voisin en compagnie de Tonda. Je n'étais pas très enthousiaste car Tonda devait me transformer en bœuf pour me vendre au marché. Ce n'était pas vraiment à mon goût, mais en tant qu'apprenti, il fallait rester tolérant. Arrivé au marché aux bestiaux, je fis sensation. Quel magnifique bœuf je faisais! On m'appréciait des cornes aux sabots avant de participer aux enchères. Mais Tonda continuait de refuser. Peu importe ce qu'on lui proposait, ce n'était jamais assez. Pourtant, je faisais de mon mieux pour assurer le spectacle. Cela ne suffisait pas. Finalement, un marchand de Kamenz proposa un sac plein d'écus. Tonda le saisit, et voilà comment je fus vendu et emmené à Kamenz. Après une longue marche, le bougre fit halte dans une auberge. Sitôt arrivé, il exigea victuailles. Rôti de porc, quenelle, échoue pour moi, et de la bière. Pour lui, ce sera une botte de foin. À choisir, je préférerais moi aussi du rôti et de la bière, merci. À peine m'eurent-ils entendu parler qu'ils vacillèrent. Nous avions réussi l'épreuve haut la main. Le maître pouvait être fier de nous. Lors du samedi saint, le maître nous missionna une nouvelle fois. Cette fois-ci, nous étions tous du voyage. La nuit de Pâques, nous devions veiller à deux en un lieu qui avait accueilli l'âme d'une mort douloureuse. Tonda et moi-même tournions en rond. Ici et là, chaque tombe était occupée. Cependant, nous ne devions pas renoncer. Je n'aimais pas particulièrement cet endroit, mais au moins avions-nous une vue magnifique sur le village. Combien de fois n'avais-je pas rêvé de ces cloches? Dans mon souvenir, elles étaient identiques à celles de ma ville natale. Une fois encore, j'approchais la compagnie des hommes. Przyweź ty mi
Depuis cette précieuse matinée, celle dont je ne connaissais pas même le nom ne quittait plus mes pensées. Selon moi, il s'agissait de la cantorka, la choriste. Le temps passa et bientôt une année se fut écoulée. Alors que Noël approchait, je ne pouvais oublier la cantorka. Il n'y a plus de place pour ça ici. Va-t'en au travail. C'était un Noël étrange. Un matin, je découvris un cercueil dans la remise. Quelqu'un était-il mort ? Alors, je vis Tonda. Partait-il creuser une tombe ? Je l'appelais, mais mon meilleur ami continua sa marche comme s'il ne m'entendait pas. Je tentais de comprendre ce qui arrivait, en vain. La joie avait laissé place à la peur et personne ne disait mot. L'heure de vérité est venue. Il ne peut y avoir qu'un seul maître, toi ou moi. Un cercueil étant le perdant. À la mort de Tonda, le moulin cessa de tourner. Il ne reprendrait sa course que lorsque Tonda serait remplacé et que nous serions à nouveau au complet. Le maître ne perdait pas patience, les âmes perdues étaient légion en Lusace. Bientôt, l'une d'entre elles viendrait se réfugier, souffrant la faim et le froid. La toile était tissée et la proie s'y laisserait volontiers piéger.
moulin tourne à nouveau. Le jour suivant, un nouveau garçon meunier était là. Personne ne savait d'où il venait et personne ne le demanda. Il s'appelait Witko. Le premier jour, tout se passa comme pour nous auparavant. Il était affamé et son appétit dépassait l'imagination. Avec l'arrivée de Witko, le travail reprit de plus belle. Bientôt, il comprendrait où il avait mis les pieds. Certaines choses lui paraissaient suspectes, mais il ne s'en effrayait pas. Et avant même le premier indice, il était devenu le plus jeune des apprentis. Votre attention. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un nouveau sortilège. Voici comment transformer une simple pomme de pin en un précieux bijou. Mais prenez garde. Avant que l'heure ne s'écoule, le sort aura expiré et la pomme de pin retrouver sa forme. À quoi cela pouvait-il bien servir? Les intentions du maître m'échappaient complètement. Après la révérence solennelle devant le trône de Sa Majesté, le maître présenta ses bijoux à l'illustre société de la cour. Les dames s'égosillaient, elles n'en avaient jamais assez. Toutes désiraient l'un de ces précieux joyaux, et surtout le garder. Plus d'un courtisan se sentit alors obligé de payer. C'était une bonne affaire pour le maître. Mais qu'arriverait-il d'ici une heure? Encore 5 minutes à peine, et leur noble cou resplendirait de pommes de pin. Nous ne ferions pas long feu. Alors, le maître arrêta tout simplement le temps. La cour ne bougeait plus d'un cil. Nous pouvions en profiter pour nous éclipser. Combien d'or pour quelques pommes de pin si vous connaissiez le sortilège adéquat? Un nouveau printemps s'en alla et Pâques approchait à grands pas. Comme à son habitude, le maître nous renvoya la nuit du samedi saint.
Une fois encore, nous devrions passer la nuit auprès d'une dépouille en souffrance. Cette fois, c'est Juro qui m'accompagnait, mais je ne comptais pas suivre les ordres du maître. Mon cœur ne fit qu'un tour, comme si je comprenais enfin que cette nuit de Pâques, mon destin se jouait. Je répète une nouvelle fois pour les deux retardataires. Celui qui s'adonne à la magie noire lui demeurera lié corps et âme. Son cœur alors n'est plus sien, celui qui malgré tout le souhaite, en son âme et conscience, peut d'ores et déjà s'estimer condamné. Lequel de vous m'a contrarié? Réponds, Cravate. Et toi, Juro, hein? S'il en est ainsi, vous en payerez le prix, celui de l'animal et son fardeau. Le maître conçut un terrible châtiment. Il transforma Juro en cheval, et je devais le vendre pour 50 écus. Pauvre Juro, le voilà qui devait manger de l'avoine pour le reste de ses jours, tout cela parce qu'il était trop stupide pour retrouver son apparence. Je devais lui prêter main forte. Spontanément, nous échangeâmes de rôles. Je rendis à Juro sa forme humaine et je me transformai en cheval. Juro pouvait bien me vendre, je trouverais bien une échappatoire. Pour moi, ce ne serait qu'une formalité et le maître n'en saurait rien. Nous fîmes halte à la grande place. Mais l'endroit était désert. Pas un chat. Enfin, un acheteur s'annonça au son de 50 pièces sonnantes et trébuchantes. Oh, Juro, si seulement tu y avais regardé de plus près. Ne t'avise plus de me décevoir, Cravate. C'est mon dernier avertissement. Garde-toi bien de perdre ta soumission. T'es compris?
Tandis que le maître était parti en voyage pour quelques jours, le travail se poursuivait au moulin. La vie était devenue soudainement plus facile et agréable. C'était comme un rêve. La cantorka occupait toujours toutes mes pensées. Et si j'essayais? La reverrais-je seulement un jour? Mais n'avais-je pas le pouvoir de voler? Juro fut le seul à assister à mon départ. Ce jour était une véritable bénédiction. Alors que nous n'avions jamais conversé, elle me reconnut au premier regard. Les mots d'ailleurs étaient inutiles. Nos yeux parlaient pour nous. C'est alors que j'entendis la voix de Juro. Il m'avertit que le maître était de retour. Vite, il fallait rentrer au moulin. Je ne pouvais me permettre de mettre en danger la vie de la cantorka. Nous rebroussâmes chemin avec précaution à l'ombre des feuilles et des branches. Le maître attendait sous la forme d'un oiseau de proie, et tandis qu'il serrait les griffes, nous rentrions en douce au moulin. Il n'y a pas de secret qui me soit inconnu, Cravate. Qui est-elle? Je le saurai. Il s'en sera fidèle. Tu m'es lié corps et âme. Tu m'appartiens jusqu'à la nuit des temps. Cette nuit-là, je pris la ferme décision de m'en aller une fois pour toutes. Même dans pareille situation, il devait y avoir une solution. Je n'en voyais qu'une, battre le maître en duel. Ce ne serait pas facile, mais peut-être Juro m'aiderait-il. À mon insu, Juro se révéla être le plus talentueux d'entre nous. Son ignorance n'était que feinte. Là reposait le corrector, le fameux grimoire. Nous devions à présent profiter de chaque instant pour apprendre ses tours, car si nous voulions vaincre le maître, il nous fallait nous préparer.
Cette année, l'hiver fut précoce. La Lusace entière était recouverte de neige et Noël miroitait au loin. Il n'y avait que nous, ici au moulin, pour souffrir d'incertitude. Car au fait de l'année, un triste destin attendait l'un d'entre nous. Cette fois, ce fut le tour de Michal. Prends cette pelle, il te faut creuser ta tombe. Michal! Michal! Michal, reviens! Oublie ça, cravate. Tu ne pourras pas empêcher ma condamnation. Michal, es-tu prêt? Michal n'était plus de ce monde. Et une fois de plus, le moulin s'arrêta. Mais pas pour longtemps. Un nouvel apprenti marchait d'un pas lourd dans l'épais manteau de neige. Au lever du jour, nous observions le nouveau venu. Il me semblait familier. N'était-ce pas Loboche, ce drôle de roi venu du sud?
C'était il y a si longtemps. Je n'avais guère d'autre choix que de battre le maître en duel. Une autre année s'était écoulée. En mars, la neige commençait à fondre. Je profitais du mauvais temps pour fuir le moulin. Je me lançais à la recherche de la Cantorca, ma seule raison de vivre en ce monde. Dehors, la tempête faisait rage. Ma bien-aimée dormait d'un profond sommeil. Bientôt, nous n'aurions plus à nous cacher. Ce serait l'idéal. J'avais perdu la notion du temps. J'étais comme plongé en plein rêve. Alors que l'aube s'annonçait, mon impératif retour au moulin s'imposait. Pendant que le maître désespérait de me prendre la main dans le sac, je pouvais compter sur la complicité d'un ami. Pas une nuit ne passa sans que le maître ne nous épie. Et dès qu'il était couché, nous nous faufilions dans la chambre interdite. Sur la dernière page du grimoire, nous tombâmes sur une énigme. L'amour est le plus fort des sortilèges. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Et nous n'avions plus le temps d'y réfléchir. Je n'arrivais pas à oublier cette phrase. L'amour était-il donc capable de surpasser les talents du maître? Je n'aurais pu imaginer une meilleure solution. Par cette confrontation avec le maître, je signais mon arrêt de mort. Elle buvait chacune de mes paroles. Cependant, je n'arrivais à lui parler que de ce mystérieux grimoire.
pour longtemps. Je connaissais le corrector sur le bout des doigts. Qui donc est entré dans la chambre interdite? Je finirai bien par le savoir. Chiro, tu restes ici. Les autres, allez-vous-en. Tu m'accompagnes. J'ai une tâche pour toi. C'est une question de vie ou de mort. Tandis que le maître quittait le moulin, je pris moi aussi la poudre d'escampette. C'était une magnifique nuit de pleine lune. Je n'aurais pu souhaiter meilleurs augures. Notre vigilance à l'égard du maître ne devait pas faiblir. Fort heureusement, je n'avais pas dit mon dernier mot, et je connaissais un sort pour nous tirer de ce mauvais pas. Le maître s'obstina, mais ne put nous retrouver. À magie égale, son acuité restait insuffisante. Seule la lune pouvait rompre le charme, mais elle n'en fit rien. Le maître ne s'avoua pas vaincu pour autant. Dès le lendemain, il me convoqua dans la chambre noire. Comme tu as progressé, Cravate, je ne t'imaginais pas aussi talentueux. Mais mon cher apprenti, tu dois t'en douter. J'ai une mission digne de toi à te proposer. Gare à toi si tu échoues. Je reçus l'ordre de m'envoler pour la Hongrie. Une fois encore, l'armée impériale y siégeait contre les Turcs. Aux quartiers généraux, de nouvelles requêtes seraient discutées. Après un long voyage, j'arrivai finalement à la terre consacrée Champ d'honneur. Au campement, je repérai immédiatement la tente de commandement. « Pardon » s'exclamèrent-ils. « Un sorcier voudrait nous aider à vaincre les Turcs ?» Le général n'en croyait pas un mot, et ses officiers continuaient de s'esclaffer. Tant pis, je saurais les convaincre. J'arrivais à point nommé. Les Turcs venaient de capturer le maréchal de Saxe. Si j'étais capable de le libérer et de le ramener à bon port, cela ne ferait plus aucun doute. Les tentes turques étaient agglutinées comme une floraison de champignons sous la rosée. Où pouvait-il bien cacher le maréchal? Probablement sous la plus grande tente, mais c'était celle du sultan. J'allais m'excuser, on ne m'en laissa pas l'occasion. Cette sentinelle attisa ma curiosité. Seul un maréchal pouvait prétendre à une garde rapprochée. Je devais trouver un moyen pour l'immobiliser. Je décidai de le transformer en une petite souris inoffensive. Il pourrait poursuivre ainsi sa besogne paisiblement. Je découvris enfin où l'on retenait le maréchal prisonnier.
La garde était armée. Ce ne serait pas chose aisée que de le délivrer, à moins de maîtriser la magie. Ce qui était dans mes cordes. Il était temps de démontrer mes talents. Je m'estimais déjà à l'abri, mais ma joie fut de courte durée. Le sultan avait envoyé son propre sorcier à nos trousses pour récupérer le maréchal. N'était-ce pas la voix des Jureaux? Mon sang ne fit qu'un tour. Voilà que je venais de tuer mon meilleur ami. Je commençais à comprendre le piège tendu par notre maître. Jureaux et moi étions destinés à nous entretuer. Mais l'heure n'était pas à la vengeance. Le pauvre Jureaux était gravement blessé, il fallait que je le sauve. Après l'avoir transformé en corbeau, nous reprîmes le chemin du moulin. J'en oubliais complètement le maréchal. Puisse-t-il ruminer jusqu'à son dernier souffle? Ce n'était plus mon problème. C'était toujours préférable au champ de bataille. Le retour en Lusace prit des jours et des nuits. À notre arrivée, l'hiver était de retour et le maître était sur le pied de guerre, une pelle à la main. Tu as manqué en tout, Krabat. Ce pauvre maréchal galope encore sans fin. Prends cette pelle et creuse ta tombe. Ce sera ton ultime ouvrage. Sais-tu seulement qui commande ici? C'est moi, le maître. C'était la fin et j'avais perdu. Le sombre destin de Tonda et Michal m'attendait. Seul Jureaux pouvait encore espérer de l'aide. Mais que disait le Coractor? L'amour est le plus puissant des sortilèges. Que me veux-tu?
Libère mon garçon meunier. Il m'est inconnu. C'est Krabat, mon être aimé. En es-tu certaine? Alors tu devras le reconnaître. Bien, si tu y parviens, je lui rendrai sa liberté. Mais si tu échoues, vous mourrez tous deux ce soir. Tous au moulin, apprêtez-vous. Restez où vous êtes, et ne vous avisez pas de parler. Où s'en est fini d'elle? Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Tout espoir était vain. Lentement, elle passa devant moi. Je pouvais sentir mon cœur se briser de peur de la perdre. C'est lui, mon être aimé. En es-tu sûr? Je peux sentir son inquiétude pour moi. Voilà pourquoi je l'ai reconnu. Enfin, nous pouvions quitter cet endroit maudit, avec pour seul bagage notre nouvelle liberté. Le moulin n'était plus que cendre, et le règne du maître touchait à sa fin. L'amour est plus puissant que n'importe quelle magie. Les forces du mal s'envolaient en fumée, et alors que le coractor périssait dans les flammes, toute magie succomba. Les enseignements du maître s'étaient maintenant dissipés une fois pour toutes. Et en simples meuniers que nous fûmes, nous prîmes la route pour d'heureux lendemains.